Les spéciales de l'info, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour et bienvenue sur Sensation pour cette émission spéciale culture allemande. Une émission pour s'immerger un peu plus dans la culture allemande sous toutes ses formes, des plus connues aux plus originales ou inattendues. Nous sommes au Cabaret du Bout des Prés et cette émission est réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand et en association avec la Maison de l'Europe des Yvelines et de la Maison de l'Europe de l'Eure. Nous recevons aujourd'hui 3 invités, Bénédicte Baron qui nous parlera d'expressionnisme allemand, Christophe Cavillon de musique techno et enfin Marie-Raphaël Mignet de la Maison de l'Europe des Yvelines. Bonjour à vous trois. Bonjour. Les spéciales de l'info, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Alors, on va commencer avec vous, Bénédicte Baron. Vous êtes passionné d'art. Vous avez aussi été attaché de presse au Centre Georges Pompidou. Avec vous, on va évoquer un mouvement artistique qui trouve bon nombre de ses racines en Allemagne. Il s'agit de l'expressionnisme. Alors, dans l'expressionnisme, on trouve tout type d'art, aussi bien de la musique que du cinéma, de la peinture ou encore de l'architecture. Mais tout d'abord, comment se définit l'expressionnisme ? Alors, l'expressionnisme est une tendance artistique. Pourquoi tendance et pas mouvement ? Parce que justement, ça touche beaucoup de secteurs, comme vous venez de le dire, qui est apparu donc au début du XXe siècle, en Europe du Nord, avec surtout en terre de prédilection l'Allemagne. Et donc, c'est surtout l'expressionnisme, on peut le définir comme une projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour justement inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Voilà, par exemple, vraiment un des fondateurs, pas allemand mais norvégien, c'est Munch, avec sa série Le Cri, où on voit le visage déformé pour montrer vraiment la peur, la hantise de la personne en voyant ces lumières du soleil, enfin de coucher de soleil. Voilà. Et comment il est né cette tendance ? Comment elle est née ? Elle vient d'où ? C'est pour répondre à quelque chose ? C'est pour quel est l'objectif derrière ? En fait, c'était ce mouvement, il est surtout apparu par les artistes qui sortaient, enfin, qui ont vécu qui étaient hantés par la Première Guerre mondiale. Et donc, c'était une façon, ils ont eu besoin de montrer toutes les horreurs de la guerre et de le montrer d'une façon très... en accentuant vraiment les émotions, les formes avec des couleurs vives, une palette très riche et avec des formes très, très marquées pour justement montrer toutes ces horreurs qui les avaient vraiment hantées à cette période-là. Un des peintres les plus connus, c'est Otto Dix. Oui. Il est né en 1891, a participé à la Première Guerre mondiale et de ce conflit est né plusieurs de ses œuvres, comme par exemple Les Joueurs de Skat. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors en fait, Otto Dix, il a vraiment été, lui, vraiment marqué par la Première Guerre mondiale parce que lui, il a été plusieurs fois au front, mais vraiment en première ligne. Et donc, il est revenu complètement hanté par les images qu'il avait. Et donc, dans son œuvre, Les Joueurs de Skat, il a vraiment décrit cette frayeur, toutes ces horreurs qu'il avait vues. Et à travers, en fait, il y a plein, dans ce tableau qui est vraiment composé par 3 personnages, il y a on retrouve vraiment tous les éléments de l'Allemagne à cette époque, avec en plus le skat, c'est un jeu de cartes très très populaire en Allemagne à cette période-là. Et surtout, les personnages ont ce qu'on appelle un peu ce qui est devenu les gueules cassées. Ce qu'on a appelé après le mouvement des gueules cassées, avec le visage déformé, les crânes... les personnages sont vraiment défigurés, et donc voilà. Et une autre peinture qu'il a faite, c'est Der Krieg, où c'est plus de la gravure. On est dans quelque chose d'un peu plus gravé, qui veut dire donc Der Krieg, la guerre. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on est encore dans l'expressionnisme, ou en fait il tend à une autre forme d'art ? En fait... L'expressionnisme, il a 3 courants, enfin trois grandes parties. La première, c'est vraiment au début des années 1900 avec le pont. Je ne vais pas vous le dire en allemand parce que je ne parle pas allemand. Voilà, donc c'est le pont. Je ne vais pas dire de trop de mots en allemand. Merci. Donc il y a le pont. Après, il y a le cavalier bleu.
pourquoi le cavalier bleu, on ne sait pas trop, mais bon. Voilà. Et après, la troisième période, c'est justement avec Otto Dix, qu'on appelle la nouvelle objectivité. Voilà, où c'est vraiment, là, du coup, vraiment mettre en avant, vraiment être beaucoup plus objectif et vraiment montrer. Parce que vraiment, l'expressionnisme allemand, ce qu'il faut savoir, c'est. Enfin, l'expressionnisme en peinture, et même dans les autres arts, c'est vraiment en opposition totale avec l'impressionnisme. On veut vraiment montrer la réalité en l'accentuant vraiment la réalité et montrer vraiment ce pays, les horreurs qu'ils ont. Enfin. Et pourtant, ce mouvement expressionniste va avoir beaucoup de mal à survivre, avec l'arrivée d'Hitler en 1933. Tout à fait, parce qu'en fait, Hitler a justement catégorisé ces artistes expressionnistes dans ce qu'on appelait l'art dégénéré, qu'on a retrouvé après dans d'autres, pas que en peinture, et où c'est en opposition complète avec ce que lui appelait l'art héroïque, qui reprenait toutes les doctrines du régime nazi. Et qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, à Otto Dix ou à même ces artistes de l'art dégénéré? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, par exemple, Otto Dix, lui, il a eu à peu près 170 œuvres à peu près qui ont été détruites. Et d'autres ont été, autrement, comme tous ces artistes, ils ont été tout simplement retirés de tous les musées. Et il y en a qui ont été emprisonnés. Otto Dix a été emprisonné. Il a été même menacé d'internement s'il ne se pliait pas justement à ce que demandait le régime du moment. Donc c'est des artistes qui, du coup, il y en a beaucoup. Enfin, c'est vraiment des artistes qui se sont quelque part isolés, enfin étaient souvent seuls parce que justement ils ont dû à un moment donné se faire soit partir pour fuir justement ce régime qui ne supportait pas justement l'expression de leur art, enfin leur façon de voir les choses. Et d'autres ont préféré du coup se plier plus ou moins à la règle en rentrant, en peignant des paysages ou ce genre de choses beaucoup plus dans l'art du temps, demandé par le régime. Et en gardant toujours cet exemple d'Otto Dix, après la Seconde Guerre mondiale, il a continué avec l'expressionnisme ou finalement il n'a plus vraiment continué non, il a pas vraiment continué. Il est rentré, je ne vais pas rentrer dans les ordres, mais rentré dans le côté plus traditionnel, en peignant justement des paysages ou des choses beaucoup plus conventionnel. Conventionnel, voilà, chercher le mot. Voilà. Et on peut prendre aussi d'autres exemples. Par exemple, Max Ernst, qui est aussi un peintre allemand qui lui a eu pas une carrière, mais si on peut dire une carrière totalement différente, puisqu'il est parti très tôt avant l'arrivée d'Hitler en France. Ouais. Ensuite, lors de la Seconde Guerre mondiale, il est parti aux États-Unis avant de revenir en 1953 en France, à Paris exactement. Ouais. Quel lien avait-il avec la France? Pourquoi un artiste allemand, peintre allemand, part en France alors qu'il n'y a aucune raison forcément de partir? Parce que lui, il est rentré dans un mouvement qu'on a appelé le surréalisme. Et ils étaient un peu... surréalistes, oui et non. Ils étaient un trio d'artistes, d'amis. Artistes, il était très ami avec Paul Éluard, avec Samuel Beckett et autrement avec Pablo Picasso. Et donc ils se sont liés d'amitié et ils ont continué eux à exprimer leur art, à dénoncer eux aussi les choses un peu conventionnelles à travers à leur façon, dans un pays qui était qui était moins empreint de ce poids historique qu'avait l'Allemagne. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, l'expressionnisme était une tendance, elle touchait plus que la peinture, elle touchait aussi la musique, l'architecture. Aujourd'hui, il reste quoi, après le passage de la Seconde Guerre mondiale, il reste quoi de l'expressionnisme en Allemagne? Alors en Allemagne, il
y a eu dans les années 60, dans les années 1970-1980 à peu près, il y a eu un peu une... enfin, l'expressionnisme a essayé de ressurgir avec ce qu'on a appelé le néo-expressionnisme, avec des artistes comme Beckmann, il y a eu Schiller, enfin, ce genre d'artistes qui eux continuent, où il y a Batiste aussi, Richter aussi comme artiste allemand, enfin des artistes qui aujourd'hui sont encore, enfin qui ont marqué et qui marquent la peinture allemande en France, enfin dans le monde, hein, qui ont connu, parce que l'expressionnisme allemand, enfin de la période d'Autodix et tout, il y a très peu on a très peu dans les collections internationales. Enfin, en France, on n'en a pas tant que ça, et les autres musées dans le monde, pas trop non plus. Pour quelle raison ? Parce que je pense que c'était un art qui a été quand même pas mal décrié, justement, et qu'il est quand même très, très ancré art dégénéré. Malheureusement, il porte cette étiquette dans les esprits. Ah, mais art dégénéré, ça serait plus dans l'étiquette peut-être en Allemagne, mais pourquoi dans le monde il a eu du mal à s'exporter ? Peut-être qu'il était trop franc ? Oui, je pense que c'est sûrement pour ça. Oui, c'est vraiment, parce que c'est vraiment Alors après, c'est vrai que l'expressionnisme allemand, enfin, on a eu des expressionnistes enfin, c'est surtout un mouvement d'Europe du Nord, mais on a quand même comme expressionniste, on a quand même Modigliani, qui fait partie des artistes mais qui est moins, sa peinture est quand même moins forte, enfin l'ancrage de cette subjectivité de la réalité émotionnelle, elle est quand même beaucoup moins présente, beaucoup moins forte que pour Autodix, par exemple. Et aujourd'hui, l'art allemand, par exemple en peinture, ça ressemble à quoi ? Il y a un mouvement qui est en ce moment très présent en Allemagne, où finalement l'Allemagne n'est plus vraiment devenue une nation de peintres, d'artistes. Ah si, vous avez toujours aujourd'hui, on en trouve, hein. Enfin, il y en a. Il y a par exemple Anselm Kiefer, est un artiste allemand qui est mondialement connu, qui a eu des expositions récemment. Il y a je sais qu'il y a une association... Sur des grands formats en plus. Sur des grands formats. Il y a eu des grosses expositions au Centre Georges Pompidou, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des artistes. Non, c'est l'art allemand. Il y a quand même des grands peintres allemands aujourd'hui, heureusement. Vous le ressentez, vous, Marie-Raphaël et Christophe, cet art allemand encore présent, par exemple, pour prendre l'exemple de la peinture, qui traverse les frontières, ou même en Allemagne, qui est aussi très présent ? Alors moi, je l'ai ressenti parce qu'à Berlin, en fait, je crois qu'ils sont assez friands de toute façon de tout ce qui est forme d'art. Et d'ailleurs, à Berlin, il y a beaucoup de musées. Il y a déjà même une petite île qu'on appelle l'île aux musées, mais il y a beaucoup de musées qui s'ouvrent aussi à l'art contemporain, etc. Ils en construisent encore. Et même pour l'anecdote, voilà, il y a quand même le Berghain, qui est quand même le temple de la musique électro, qui s'est transformé en ce moment à cause de la Covid en musée contemporain. Donc depuis cet été. Donc c'est quand même important, la peinture. On peut visiter assez facilement des expos avec plusieurs expressions artistiques qui sont réunies dans des endroits qui peuvent être incroyables. Et je pense que c'est important de toutes les façons en Allemagne d'avoir accès à cet art qui est l'accès à une liberté en fait. Du coup, je crois que c'est le milieu propice, surtout à Berlin, pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai, il y a une production pour moi. Moi, je trouve qu'il y a une production importante. Et même, il y a même des gens qui sont... on rencontre beaucoup de peintres, on rencontre beaucoup d'artistes à Berlin qui participent justement à nourrir cet enrichissement et cet engouement pour l'art. Et oui, Marie-Raphaël ? Oui, tout à fait. J'ai exactement le même ressenti quand on a des jeunes, nous, à la Maison de l'Europe, de jeunes stagiaires qui reviennent de Berlin et qui nous font des retours disant que c'est une ville assez bouillonnante en termes d'art et pas
seulement une ville musée où on rentre dans un musée un petit peu religieusement pour visiter quelque chose, mais qu'on peut trouver des expos, discuter avec des artistes plus facilement peut-être que dans une ville comme Paris, qui sera peut-être plus académique en termes de rapport à l'art, et des jeunes qui n'étaient pas du tout accoutumés à visiter des musées, etc., reviennent en me disant bah tiens, ça c'est chouette, on a découvert ça, ça et ça. Donc je pense, alors personnellement, je ne vois pas beaucoup d'artistes allemands, notamment sur le sol français, mais en tout cas, je vois qu'en Allemagne, il se passe pas mal de choses et que les gens, toutes catégories d'âge confondues, en sont assez friands. Donc je trouve ça plutôt sympa. Bah, en fait, moi, qui connais aussi l'Allemagne, j'y vais assez régulièrement, et surtout à Berlin. Oui. Il y a énormément d'expositions qui sont liées à l'expression, mais qui peut être aussi sur la mode. Cet été, j'ai vu justement sur la conscience de la mode, avec la Covid, etc., quelles étaient les alternatives éco, etc., de la mode. Et c'est hyper intéressant parce que un musée qui consacre une exposition large, et c'est pas juste une salle obscure, c'est vraiment avec des solutions, etc., et des designers qui travaillent de façon engagée. C'est hyper intéressant, et c'est aussi ça la forme de l'art à Berlin, c'est que c'est pas juste une contemplation, c'est aussi un dialogue. C'est un dialogue qui est une expression personnelle avec des gens qui vont réceptionner un message, qui vont essayer de travailler avec. Et je pense que c'est en ça que les étudiants peuvent être stimulés. C'est-à-dire que c'est pas le même rapport en France où on a un côté plus classique, Tout à fait. plus stratifié. Je trouve qu'à Berlin, c'est un peu plus simple. En fait, les rencontres sont plus simples. La compréhension, même son avis compte, et on peut l'échanger et dans l'échange créer une stimulation qui créera autre chose. En fait, il y a une espèce de mouvement constant qui fait que les gens sont stimulés et du coup, je pense que c'est fondamentalement important. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez en Allemagne et en Berlin quand même des squats artistiques avec des gens qui refusent d'être dans un système, même comme les musées, même si berlinois, et qui préfèrent que leur art soit exposé comme ça à la vue de tout le monde dans les rues, etc. C'est aussi pour ça qu'on fait aussi des festivals de cinéma, aussi dans des squats, etc., avec des expressions qui sont des expressions queer ou des expressions complètement alternatives, de façon à ce qu'il y ait toujours un mouvement du dialogue artistique, que ce ne soit pas juste une représentation dans un musée. Et je crois que c'est la qualité de la population berlinoise, c'est qu'elle est massivement stimulante parce que les gens viennent de partout et ont toujours un parcours assez intéressant en tout cas et veulent le partager avec d'autres. Ouais, mais je crois aussi que c'est aussi parce qu'ils ont besoin, ils ont envie qu'on enlève, qu'on retire cette mémoire. Enfin, ils ont été très marqués, ils ont une sorte de honte de ce qui s'est passé. Autant, par exemple, parce qu'on parlait de l'art dégénéré sous le régime nazisme et tout. Et donc, je pense qu'ils ont besoin ils ont envie de montrer que l'Allemagne, c'est pas que ça, et qu'il y a cette soif de liberté. Et justement, ils ont tellement été oppressés par cette histoire qui est quand même cet héritage historique qui est très lourd à porter. Je pense que les artistes ont besoin, justement, aujourd'hui, de se libérer et de montrer, et donc ce côté aussi de ne pas être dans des musées, de vouloir plutôt s'exprimer d'une autre façon. C'est peut-être aussi pour justement enlever ce côté... Il y a le cadre social qu'il faut complètement se retirer. Il y a déjà la première part, effectivement, ce traumatisme de la guerre et de l'humiliation, parce qu'il y a une humiliation. À la fin, quand même, Berlin, principalement, était la ville la plus sanctionnée. Elle a été divisée, elle a été, comment dirais-je, dirigée par d'autres personnes. Donc vous aviez l'Ouest et l'Est. L'un était finalement démocrate dictateur, l'autre était ouvert mais toujours sur le jugement. C'est difficile quand je pense qu'on est allemand, surtout qu'il faut considérer que Berlin était juste avant la guerre et même pendant le nazisme une ville brillante et riche.
Donc ça a été très consternant de voir que d'un seul coup, elles deviennent la seule honte de l'Europe. D'un seul coup, c'était... et les Allemands qui vivaient à Berlin l'ont payé tout de suite, puisque la construction du mur, la séparation, le fait qu'on ne puisse pas passer de l'un à l'autre, les familles qui se sont séparées, etc. Ça a été hyper violent. L'économie qui est partie... il n'y avait plus d'économie, plus rien. Les gens se sont retrouvés d'un côté ou d'un autre. D'autres, le côté de l'Ouest, où on vivait plus ou moins bien, mais quand même sur le diktat anglais-américain, donc très bien pour le jazz, etc. Et un art qui ressemblait à du chewing-gum et des hamburgers, mais c'était pas non plus l'identité allemande. Et puis de l'autre côté, où il n'y avait plus rien, puisque vous étiez qu'un numéro, un dossier, et vous participiez à une espèce de propagande politique qui ne vous laissait pas vraiment beaucoup d'identité personnelle. Donc il y a ces deux trucs qui font qu'il y a eu un cri de liberté, et qui a été la première notion, je pense, c'était de se réappréhender son espace, sa musique, son art, essayer de se laver un petit peu, et puis de plus jamais se retrouver dans ce schéma de honte qui était d'avoir été un oppresseur, et qu'on apprend à tout le monde en plus. L'histoire mondiale se répète tout le temps. Chaque année, on parlera toujours de la Seconde Guerre mondiale et de l'Allemagne qui est précurseur du nazisme, qui a été un grand traumatisme à la fois pour les Allemands en premier lieu, et c'est après pour le reste du monde. Donc je crois que c'est vrai que c'est la chose qui fait qu'en Allemagne, la liberté est importante, et à Berlin aussi. Ouais. Et ce statut d'oppresseur qu'a Berlin, les autres villes allemandes le ressentent de la même façon ? Non, parce que les mémoires sont courtes, parce que la richesse des autres pays font qu'on oublie un peu, et on regarde de Berlin les villes comme Hambourg, Munich, etc. Regarde Düsseldorf, etc. Regarde Berlin comme la petite sœur un peu qu'on n'a pas réussi socialement à réintégrer. Il faut savoir que la réunification de l'Allemagne, c'est quand même que 89, donc c'est resté quand même pour le développement économique, les autres ont bien vécu. L'Allemagne, surtout Berlin, était la ville la plus pauvre, et l'est encore, de l'Allemagne. Et on connaît aussi en Allemagne la musique, donc on va passer maintenant sur le pan musical avec vous, Christophe Cavillon. Les spéciales de l'info, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Donc en Allemagne, on a Mozart, on a Rammstein, mais on a aussi beaucoup d'autres qui ont fait leur place. On a Wagner. On a Wagner aussi. Oui, je pense que l'époque dont on parle, c'était exactement ça. Pourquoi et comment Berlin est devenue la nouvelle scène électro ? Alors, il y a plusieurs raisons qu'on a évoquées. C'est généralement, la première qui pour moi me vient à l'esprit, parce que déjà c'était comprendre, j'étais pas né. Donc j'étais pas là, je vais pas pouvoir faire de témoignages réels, mais je peux apporter peut-être quelques éléments de réponse, à savoir que c'était une ville qui, comme je vous l'ai dit, a été complètement détruite, donc défigurée, démunie, laissée à l'abandon. Gouvernée par d'autres États, d'autres politiques. Donc il y a une déchirure politique qui était extraordinaire, et donc humaine. Pendant pas mal de temps, à l'Ouest, le jazz primait. C'était, on faisait semblant de vivre à l'américaine. Et à l'Est, on vivait de façon un peu plus russe et rude. Donc c'était pas le grand développement non plus. Je pense que dans les fins des années 60, les artistes ont commencé à vouloir s'exprimer musicalement et s'exprimer par rapport à leur environnement. Donc, comme la ville était complètement détruite, était abandonnée, ils ont réutilisé les éléments pour pouvoir créer un son berlinois, une espèce d'identité. Et c'est, je pense, là qu'a commencé le son électronique, qui était basé sur récupérer avec le synthétiseur des vieux bruits, des sons de métal, de choses qui représentaient l'Allemagne, en tout cas représentaient Berlin, le côté détruit, et c'était important de le faire parler dans la musique. Donc effectivement, fin des années 60, on a eu des artistes comme Klaus Schulze qui faisait de l'expérimental. Il y a eu d'autres groupes allemands que je ne pourrais pas vous citer parce que mon allemand n'est pas très très bon, mais qui faisaient vraiment de la musique expérimentale, qui étaient des morceaux qui déjà à l'époque pouvaient durer 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes, avec des sons
mais déjà un son répétitif qu'on connaît maintenant aujourd'hui dans la musique électronique et techno. Mais déjà, on était sur ça. Pourquoi ? Peut-être qu'au départ aussi, c'est un langage. C'est un langage, je vous ai dit, le son venait de canettes, de barres de fer, etc. Ce qui était un peu l'état de Berlin à ce moment-là. Côté répétitif, où de toutes les façons, on ne voit pas l'issue. On voit que les autres villes d'Allemagne prospèrent. Mais en Allemagne, en Berlin, manifestement, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait rien. Donc les gens étaient très pauvres. Il y avait beaucoup de choses qui étaient parties, comme les industries. Donc il y avait des hangars, des entrepôts, etc., qui ont commencé à investir pour faire des manifestations un peu culturelles, sauvages, etc. On a eu des expositions d'art, etc., squat, etc., d'artistes qui ont commencé à se réunir. Cette scène, en fait, au départ, est là pour juste créer une identité. À mon avis, c'était pour créer une identité. Peu à peu, elle a commencé à attirer le regard international. Du coup, des gens de l'Ouest, de l'Allemagne de l'Ouest, de Berlin de l'Ouest, mais après, plus massivement international, de Londres, etc. Ça s'est mélangé au rock, à des sonorités rock. Donc, c'était particulier, parce qu'on appelait ça le krautrock. Krautrock, c'était vraiment un truc très rock et à la fois électro, très, très violent aussi, mais pas si violent. C'était un peu destroy et ça tombait bien peut-être dans l'état d'esprit à ce moment-là à Berlin. Ça a aussi engendré des groupes qui ont été comme Nina Hagen aussi, qui faisait un rock plus violent. On en écoute un petit extrait de Nina Hagen pour voir à peu près ce que ça donne. Offenes Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Seh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Wege. Et fin 70, la musique la musique expérimentale devient totalement psychédélique. C'est une des influences. C'est une des influences où, effectivement, je pense que le monde lui-même était devenu un peu psychédélique dans les années 70. Il y a eu des influences et forcément, il y a des groupes comme Can, Kraftwerk qui s'en sont imprégnés. Et du coup, vous avez des musiques qui lient finalement toujours la même identité berlinoise qui a été ces sons expérimentaux répétitifs à quelque chose de bien plus léger, alors donc mélodieux, donc ce qui pourrait être aussi les prémices d'une musique électro un peu plus planante, etc. Mais d'un autre côté, on avait aussi le punk rock qui arrivait. Donc on a écouté tout à l'heure justement Nina Hagen, mais il y avait plus tard dans les années 90 Atari Teenager Riot, qui est un groupe berlinois aussi qui bastonne de l'électro et du rock. Donc il y avait une revendication, il y avait une rage de vivre. C'était l'expression première du son berlinois était la liberté. Et je pense que on l'écoutait comme un cri à ce moment-là. Et ça a énormément influencé la scène internationale, puisqu'on l'a retrouvé avec d'autres artistes, on l'a retrouvé sur des albums de Bowie, on l'a retrouvé ça a été une inspiration qui ont fait que d'un coup Berlin est devenu la scène du renouveau, de l'expérience, de la liberté, de la non-reconnaissance sociale d'une musique qui était bien normée à cette époque. Donc c'était plutôt... Puis après, il y avait aussi effectivement dans les années 70 une certaine liberté qui encadrait cette époque. Donc je pense que ça devenait le début d'un grand campus, presque un laboratoire musical et certainement sensoriel pour plein de choses. Vous parliez donc d'Atari Teenage Riot. On a un extrait du titre Deutschland has got to die. Oui. Ça veut bien dire ce qu'il veut dire, l'Allemagne doit mourir. On écoute un petit extrait.
Donc c'était Atari Teenage Riot. Vous l'avez senti la puissance quand même Ouais, et la rage et l'envie c'est- d'exister. C'était totalement différent de Nina Hagen. Oui, mais d'ailleurs, juste pour dire que ce groupe continue à exister, en 2010 il est revenu, il s'était arrêté, il est revenu, et c'est intéressant qu'un groupe qui est quand même dans l'histoire, en tout cas berlinoise, continue à être en activité, parce que beaucoup ne le sont. Et cette expérimentation berlinoise, elle a duré jusqu'où? Parce qu'après la chute du mur de Berlin en 89, est-ce qu'elle était toujours présente? Est-ce qu'elle a évolué après? Je pense qu'elle n'a pas cessé d'évoluer. Elle n'a pas cessé d'évoluer comme l'art, de toutes les façons, pictural n'a pas cessé d'évoluer elle a changé. Je pense que Berlin est devenu la scène aussi de l'électro à ce moment-là. C'est parce qu'elle est devenue beaucoup plus libre, parce qu'il y avait beaucoup plus de choses permises. Du coup, les artistes sont venus en masse. Alors les artistes, quand je parle des artistes, je ne parle pas forcément que des gens internationaux et renommés. C'est des artistes qui avaient besoin de trouver une voie pour pouvoir s'exprimer. Donc vous aviez tous les peintres du monde et d'Allemagne venir à Berlin. Pourquoi? C'est pas cher. C'était pas cher. Enfin, moi, quand j'ai vécu à Berlin, j'ai vécu dans un studio de 60 mètres carrés, qui était plus grand que mon appartement parisien. Donc je vais vous dire, pour 400 €, ça le faisait. Mais c'était une réalité à l'époque. Vous viviez vraiment dans des endroits haut plafond, etc. Donc très bien quand vous étiez artiste peintre avec une belle lumière. Très bien aussi quand vous faites de la musique et vous ne gagnez pas beaucoup d'argent parce que ça reste underground. Donc, mais c'est ce qui fait l'identité de Berlin à ce moment-là, qui avait besoin d'une identité. C'est ce côté underground, donc avec des clubs qui s'ouvrent complètement dans des endroits improbables, ce qui fait encore plus sa richesse. Le club le plus incroyable, c'était le Trésor, qui était dans une banque, donc pour ça le Trésor, parce qu'il y avait les coffres, donc ça se passait dans la salle des coffres. Mais c'était incroyable. Dans les années 90, c'était le club comme Studio 54. C'était fou. Et plus qu'ailleurs, le côté libre était toujours extrémiste. La musique était extrémiste parce que c'est des nouvelles sonorités, on allait plus loin, mais c'était mêlé aussi à des mœurs et des pratiques, que ce soit sexuelles ou avec des drogues qui sortaient aussi de l'époque psychédélique, où ça devenait presque naturel de prendre quelques drogues pour écouter de la musique, pour voyager. C'était toujours dans l'expérimentation. Donc ouais, elle a beaucoup évolué, et c'est devenu à ce moment-là... après la chute du mur, qui a signifié réellement que la liberté, c'était le nom de Berlin, c'est à ce moment-là que Berlin est devenu la scène de l'électro international. Mais la scène, simplement. Ça ne veut pas dire que non plus c'était le berceau de l'électro. L'électro n'est pas forcément né là. Ce n'est pas aussi la scène obligatoire, mais il y avait quelque chose de honorifique, plutôt, dans le sens où elle porte ce nom de scène électronique parce qu'elle est très franche, elle est très libertaire, et je trouve que voilà, elle permet aux gens d'être exactement ce qu'ils ont envie d'être à ce moment-là. Parlons des gens qui à cette époque-là, ils peuvent se libérer, ils se libèrent, ils retrouvent l'autre partie de Berlin, ils retrouvent l'accessibilité au monde qui les entoure. Comment ça les change? La réunification n'a pas été quelque chose de simple. Moi, j'étais là, mais sans être là, j'avais pas suffisamment de recul. Je pense que je me souviens de l'engouement qu'il y avait sur la réunification, parce que c'était un symbole de liberté, et enfin comme si ça devenait normal. Aïe, on va reprendre une vie normale. Et en fait, il y avait quand même une angoisse à Berlin, parce qu'il y avait quand même deux parties qui avaient vécu différemment. Donc une partie qui avait vécu toutes les années 70-80 avec la liberté, la possibilité de s'exprimer, etc., qui prenait au compte-gouttes de façon précieuse ce qui pouvait venir artistiquement de l'Est, etc., mais qui avait quand même une éducation et un patrimoine culturel bien plus riche que ceux de l'Est, qui avaient eu un ralentissement en termes de développement. C'est-à-dire que quand vous venez sur le marché aux années 90, ou même pour la génération qui après allait à l'école, devenir community manager, ça ne leur parlait pas. Vous êtes à l'iPhone 12000, eux ils en sont encore au Nokia 3620. Donc il y a eu cette grande inquiétude de savoir comment les gens allaient vivre. Est-ce que ça n'allait pas en plus effondrer l'économie de Berlin, qui déjà n'était pas très riche? Et je trouve qu'ils ont fait un énorme travail. Mais ça se voit avec des paradoxes. Quand vous allez chez McDo ou chez Quick, parce qu'il faut que j'en cite plusieurs, ou
chez Burger King, qui officie effectivement en Allemagne aussi. Il n'est pas rare à l'époque de rencontrer une personne qui a 50 ans vous servir. Ce qui est comme, puisqu'on dit que c'est des jobs d'étudiants chez nous. Et en fait, parce qu'en fait, il n'y a eu que ça pour travailler en fait à ce moment-là. Parce que la réunification, c'était le marché aussi du travail qui se réunifiait, mais c'est les gens de l'Ouest qui pouvaient plus en profiter. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. La réunification a permis aussi des traverses, c'est que les gens de l'Ouest se sont installés en Est, ont fait des super bâtiments, avec des espaces incroyables, etc. Mais peu à peu, la population, elle a changé. C'est ça aussi qui a été un traumatisme, c'est que peu à peu, l'immigration, on l'a repoussé, les gens qui pouvaient pas... Enfin, moi, j'ai vu des gens dans mon immeuble, j'avais des Turcs, etc. J'habitais à l'époque, mon premier appartement était à Prenzlauerberg, qui était proche du mur. Donc, aujourd'hui, Prenzlauerberg, c'est la destination, ou en tout cas le quartier de prédilection à Berlin, puisque c'est un peu le canal Saint-Martin. Tout le monde a sa poussette yo-yo, tout le monde mange des petits sandwichs au concombre en buvant son taille, machin, vegan, machin, comme ça. C'est super beau. Mais moi, à l'époque, quand j'y étais, j'avais des balles sur le mur, des impacts de balles. Le bar en bas, c'était une planche et on te servait ta bière comme ça, etc. Et t'écoutais de la musique un peu alternative, etc. Et tu mangeais ton kebab. Voilà, c'était aujourd'hui, c'est autre chose. Je dis pas que c'est... Je trouve que Berlin, c'est quand même une ville qui est quand même, où le passé, est quand même présent et quand même assez oppressant. Enfin, on le sent, le poids du. Ah, il y a beaucoup de mémorials de toutes les façons. Il y a beaucoup d'endroits, même dans Berlin, je trouve que, où on te dit tiens, là il y a eu ça, là il y a eu ça. On pense à ci, on pense à ça, c'est certain. Ce que je dis, c'est simplement la réunification a permis à Berlin de devenir très attractive. Et dans cette attraction, il y a eu du bien, parce qu'elle est devenue de façon honorifique la scène de l'électro mondiale. Mais il y a eu aussi une conformisation, c'était donc le paradoxe de cette liberté, de ce cri de liberté, qui a permis une conformisation de certains quartiers. Ça fait 15 ans que chaque fois qu'on peut voir de façon physique des quartiers complètement se transformer, avec des mouvements de population qui n'existent plus. Donc c'est une bonne chose, parce qu'on construit beaucoup, on fait beaucoup de choses, mais est-ce qu'on ne perd pas l'identité de ce qu'était Berlin ? Ce que vous disiez, Bénédicte, c'est que quand vous êtes allé à Berlin, vous avez quand même ressenti toute cette histoire, toute cette oppression. Moi, je trouve qu'il y a le poids, le poids historique est important, quoi. Et puis, de toute façon, vous le ressentez. C'est par des monuments, un mémorial, c'est des monuments. Bon, après, moi, j'ai ressenti. J'ai fait la touriste, bien sûr. Donc, j'ai pris le car qui montrait les différents endroits, bien sûr. etc. Mais je trouve que même en se promenant dans des nouveaux quartiers qui ont été réhabilités, etc., on sent quand même, je ne sais pas comment l'expliquer, que vraiment c'est des quartiers qui ont une histoire, où il y a eu quelque chose de fort. Il y a une mémoire. Il y a une mémoire. Et alors, il y a aussi, je pense, alors, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il y a à la fois une envie d'évacuer cette histoire forte, mais en même temps aussi de ne pas la perdre avec des mémorials, des bâtiments, des musées comme le musée de l'art juif, qui est quand même avec... moi, j'ai un souvenir d'une salle où c'est un couloir très, très haut et serré, avec des disques. Je ne sais plus combien il y a de disques, mais chaque disque, en fait, représente en fait une tête, enfin une personne tuée pendant la guerre. Et c'est fort, quoi, et d'avoir créé un musée essentiellement dédié à ça. Je trouve ça, c'est dans ce sens-là où je trouve qu'il y a à la fois une envie d'oublier cette histoire, mais en même temps, ce passé, et en même temps, on l'entretient quand même. Voilà, c'est là où peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment envie d'oublier cette histoire, c'est aussi ne plus vouloir être presque entaché par cette histoire, en fait. C'est plutôt ça, parce que conserver son patrimoine historique, je pense que Berlin veut le garder comme l'Allemagne veut le garder. Ne veut juste pas conserver cette image de nazisme et d'oppresseur qui est revenu à deux fois, et que même si aujourd'hui on ne pense pas,
touchons du bois, on est en 2021, et on peut avoir un peu d'espoir qu'il y ait une troisième guerre mondiale, mais on ne voudrait pas que ça soit encore à cause des Allemands. Ils ont tendance à se dire, ça ne va pas être encore à cause de nous. Pitié, faites que quelqu'un d'autre pète un plomb avant nous. Mais voilà, c'est surtout ça qu'ils veulent oublier, parce que dans la ville en elle-même, à Berlin, effectivement, le mur est tombé, mais on voit encore en fait des stigmates du mur. Bah, il y a quand même, ça se visite. Hein. Il y a des visites, mais après Mauer Park, c'est le parc où on va faire les puces le dimanche et c'est super. Il y a des animations musicales aussi, puisqu'il y a des karaokés géants, etc. Mais vous avez encore la trace du mur, avec bien sûr une exposition d'ailleurs qui se fait à l'extérieur de photos, etc., de la construction, et des gens qui ont avec des explications. Et vous avez là, ce qui est bien, c'est aussi cet accès direct à une exposition dans la rue. Vous avez des informations sur le nombre de personnes qui ont sauté ce mur-là, le nombre qui sont morts, etc., avec les barbelés, etc. Ah oui, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Quand vous vous baladez au Tiergarten, il n'y a pas loin le mémorial juif. Vous n'oubliez pas cette architecture un peu où on aime bien faire des photos, des trucs comme ça, mais c'est aussi assez fort et assez... voilà. Et puis le Checkpoint Charlie aussi. Oui, aussi, absolument. Qui absolument oui. Il y a le bunker aussi qui est devenu un musée, qui est aussi qui se visite que par réservation, qui est un musée d'art contemporain et qui est très intéressant. Mais là aussi, vous êtes dans un bunker et vous vous apercevez, ce qui est très drôle, que déjà il est très bas. Il est très bas donc ils ont cassé un étage. Donc vous vous dit peut-être que les Allemands n'étaient pas si grands, mais ils ont cassé un étage et qu'il n'y a pas de toilette et qu'il y a rien. Et que la première fonction de ce bunker a été de devenir une discothèque clandestine dans les années 70. Et du coup, ils restaient dedans. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il n'y a pas de toilette, etc. Et ils faisaient la fête sur 2 étages qui étaient très petits. C'est hyper angoissant, mais je trouve ça, voilà, ils recyclent des choses qui sont assez... c'est incroyable, et aujourd'hui, c'est un très joli musée, et qui fait beaucoup d'ailleurs d'expressions personnelles, puisqu'ils prennent, c'est du contemporain, et c'est intéressant de voir que c'est basé sur la liberté, en fait. Vous parliez donc des clubs clandestins, ou même des clubs comme le Trésor, qui est ouvert en 91, donc après la chute du mur. Ces clubs, ils sont tous réunis d'un côté, ou est-ce que finalement Berlin a réussi à fusionner, et la culture électro a réussi à... Il n'y a plus de Berlin-Est, Berlin-Ouest qui se ressent, ou il y a quand même une partie de Berlin qui est quand même plus festive que l'autre? Alors, il y a une partie plus festive parce que c'est où se place la fête. Voilà. En fait, on ne va même pas parler de club au départ, à part le Trésor ou quelques points comme ça, parce que maintenant le terme club, ça fait vraiment très touristique. On fait un truc comme ça. Avant, on allait pour faire la fête. Donc moi, je me suis retrouvé dans des fêtes où je ne savais pas où j'étais. Je rentre dans un chantier, je descends au 5e sous-sol, il y a encore des grues, un lustre, etc., avec un bar improvisé, et ça fait une fête où vous avez 500 personnes. Il y avait avant ce déplacement. Après, il y a eu des places qui se sont faites, installées comme le Trésor. Il y a eu le Bergheim aussi, qui est aussi une ancienne centrale électrique. Donc, Bergheim qui est particulier puisqu'il y a 4 clubs à l'intérieur. Donc, il faut le faire. Hein. Donc, avec une vraie politique à l'époque. Hein. C'est important de voir à quel point la politique de la fête est importante, puisque à l'époque, déjà, il n'y avait pas de queue. Quand on voulait aller au Bergheim, on y allait le vendredi ou le jeudi soir, quand il ouvrait, parce qu'il ouvrait pendant 4 jours non-stop. On pouvait rentrer, et en fait, on y allait dès le jeudi soir pour avoir son tampon. Ça, on a payé et on se casse. Et après, tu y vas quand tu veux. Ton week-end était de 4 jours. Tu savais qu'à un moment ou un autre, tu devais y aller à 6 heures du matin ou un truc comme ça, avec des ambiances complètement différentes, puisqu'il y a 4 clubs, donc avec des populations complètement différentes. Ça aussi, il y avait cette liberté. Donc, Bergheim, généralement, c'est un club gay, mais pas que, parce que vous avez le Panorama Bar en haut. Vous avez le Labo, qui est un peu plus trash. Vous avez le Home aussi. Tu vois, et du coup, c'est une sélection où le samedi, ça devenait l'endroit incontournable. On a toujours parlé du Bergheim comme le temple du Bergheim, qui est hyper bien tenu et dont la vie privée est vraiment respectée. Et les gens peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Vous parliez de la population, de la liberté de la population. Vous parliez aussi lorsque Berlin était divisé, il y avait une histoire de jugement. Est-ce qu'aujourd'hui, à Berlin, le jugement, il n'existe plus et les gens sont beaucoup plus libres? Ouais, je mentirais de dire que le jugement n'existe pas. Je pense qu'il y a un devoir civique, c'est de respecter les autres. Déjà, ça, c'est
c'est vraiment une doctrine très allemande, c'est respecter et vivre en communauté. On vit ensemble, donc on ne pense pas de façon individuelle, ce qui pourrait être une petite leçon parfois pour la France, mais c'est vrai, c'est important. On ne vit pas que pour soi, on trie les déchets, on fait attention à notre voisin. À Berlin, l'esprit communautaire a été plus, c'est-à-dire qu'on ne veut plus être dans le jugement et on est dans l'aide. Donc il y a déjà un système d'aide, on recycle beaucoup, j'ai plus besoin de cette poussette, je la donne à mon voisin s'il en a besoin. Enfin voilà, les gens s'entraident, recyclent et se respectent. Vous pouvez vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, les gens vous apprécient en tout cas pour ce que vous êtes. Si vous avez envie de donner juste 10% de votre personnalité ce jour-là, ils prendront les 10%. Si vous en avez envie d'en donner 40 ou 150, ils les prendront tout à fait. L'idée, c'est de vivre de façon la plus respectueuse possible. Marie-Raphaël, chez les jeunes, ça se ressent, des gens qui reviennent de Berlin ou peut-être même d'Allemagne, ils découvrent un monde où c'est beaucoup plus libre? Oui, et c'est aussi pour ça, en tout cas un monde différent, c'est pour ça que je posais la question à Bénédicte, de savoir comment elle ressentait le poids de l'histoire, parce que les jeunes que nous, à la Maison de l'Europe, on envoie en stage, sont assez peu férus d'art et d'histoire de prime abord, et ce qu'ils connaissent de l'histoire allemande, c'est bim, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et éventuellement le mur de Berlin, pour ceux qui s'intéressent le plus à l'histoire contemporaine. Et quand ils reviennent de Berlin, ils ont un peu cette sensation presque de mémoire des murs, comme quand on visite une maison où il s'est passé plein de choses, des gays, des moins gays, et on ne sait pas trop pourquoi, c'est plus un ressenti. Et à côté de ça, ils découvrent une ville où, comme je le disais à Christophe tout à l'heure, l'art est extrêmement présent, avec un dialogue facilité avec des artistes, chanteurs, peintres, performeurs, etc. Et pour des jeunes qui ont peu d'accès à l'art et peu d'appétence pour les domaines artistiques en général, ils découvrent plein de choses. Je ne vais pas vous dire qu'ils reviennent tous transformés, mais en tout cas, ils reviennent avec une ouverture qu'ils n'avaient pas nécessairement avant, et peut-être plus d'envie que ceux qui partent vers d'autres destinations plus conventionnelles. Et cette ouverture en Allemagne, ça se ressent aussi peut-être chez les artistes, où on va avoir plus d'artistes de tout genre, donc des femmes, des hommes, beaucoup plus présents, là où encore en France, on a un DJ, c'est un homme. Pareil. Ah oui, alors ça, c'est aussi un autre domaine, mais c'est un domaine assez important et ça marche aussi avec cette liberté que Berlin a, donc avec aussi ce lien facile de pouvoir, donc on parle de lien entre les gens, un lien social, de pouvoir se rencontrer plus facilement, de pouvoir parler plus facilement. Qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, vous pouvez rencontrer Jimmy Somerville dans la ville de Berlin en train de danser à moitié à poil avec je ne sais pas trop qui à Obergheim, mais on s'en fout puisque vous êtes en train de faire certainement la même avec quelqu'un d'autre qui est beaucoup moins connu. mais voilà, il y a vraiment un côté très festif et très facile de se rencontrer. Après, c'est vrai que c'est dans cet esprit communautaire et liberté, finalement, l'homme et la femme se sont réunis. Ils sont apaisés. Une femme est une femme comme un homme, en fait. Il n'y a pas une préférence. Une femme peut être... je crois que les débuts du féminisme, pour moi, ont été là parce qu'en fait, ce n'était pas un discours, c'est une façon de vivre. Le choix d'une femme en Allemagne, c'est de pas forcément de se raser ou pas forcément d'être féminine, pas forcément non plus de prendre de la contraception. Voilà, il y a des choix qui sont exactement les mêmes choix que les hommes en fait. Et ça, je trouve ça bien. Et du coup, il y a un respect et une façon de se parler qui est, en tout cas avec la musique, enfin dans le milieu de la musique, où la femme a la même place que l'homme. En fait, elle peut danser en même temps que l'homme. Il n'y a même pas cet effet de drague lourd, en fait, relou, où la fille... Le féminisme en Allemagne a été beaucoup plus précoce déjà, et a été beaucoup plus, j'allais dire, violent. Enfin, ça a été plus revendicateur qu'en France. Que chez nous. Il n'y a pas eu de... Nous, on est restés beaucoup plus sages avant de... Mais ça, la revendication. Enfin, après, ça s'applique aussi parce qu'il y a cette liberté aussi sexuelle et du corps qui n'est pas du tout perçue pareil. Donc il y a aussi ça. Donc on est sur sur une égalité où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et du coup, oui, dans la scène berlinoise, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de DJ féminines.
ça a été aussi assez innovant, alors que au final, beaucoup de DJ en France ou même en international, c'est beaucoup plus difficile. C'est un milieu d'hommes. Je l'ai vu notamment quand j'ai fait quelques winter conférences à Miami, où vous vous rendrez compte que les agents les bookers de DJ ainsi que les DJ, c'est que des hommes. Donc vous avez 3-4 femmes qui viennent faire quelques scènes, etc. Alors qu'en Allemagne, à Berlin notamment, il y a des résidences, il y a eu Miss Keating ou Jennifer Cardini, qui elles se sont exposées en Allemagne pendant des années parce qu'elles étaient résidentes et parce qu'elles ont amené la touch française. Touch française, c'est Vindy, elle est mixée pour les Allemands aussi, mais elles se sentaient beaucoup plus libres d'exprimer ou de faire, d'être DJ en Allemagne que de le faire en France, où on te cantonnait que Miss Keating a la petite DJette qui chante sexy machin comme ça. Donc c'était un peu, c'était moins, comment on dit ça, insultant, presque insultant, Oui. d'être DJ très vite dans la scène berlinoise. Il y a eu beaucoup de DJ Mira comme ça qui étaient très importants, qui ont été des figures féminines qui ont porté la musique électronique. Mais du coup, Berlin, c'est devenu un peu le lieu où il faut être si on veut faire de la musique sans préjugés, c'est ça? Je pense que quand on est artiste et qu'on veut faire de la musique, on peut en faire partout. Alors ça, on va être d'accord là-dessus. Déjà, je ne pense pas que Berlin donne une formation supérieure que d'autres endroits. C'est, je pense, oui, un endroit où on est beaucoup plus libre parce que le cadre social, en tout cas les lignes qui définissent le cadre social, est beaucoup plus large que dans d'autres espaces. On ne vous demandera pas une formation en fait en Allemagne pour devenir DJ. Si vous avez envie, vous le faites et si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, tant pis. Ça ne devrait pas vous décevoir, vous ferez autre chose. Il n'y a pas de souci. À Berlin, on rencontre des peintres qui ont fait 3 croûtes dans leur salon, des écrivains qui ont dû écrire 2 pages sur un autre. Ça doit être le titre du livre qu'ils n'écriront jamais. Mais on les respecte en tant qu'artistes parce que de toutes les façons, il faut qu'on se respecte. Et c'est ce qui fait l'enrichissement. L'enrichissement, c'est pas non plus que d'être une personne qui a été reconnue parce que je suis un peintre ou je suis un truc comme ça. Si on a l'âme d'être un artiste, on te reconnaîtra comme un artiste. Et forcément, de toutes les façons, une conversation, enfin moi je le dirais comme ça, une conversation à Berlin est toujours intéressante. Vous pouvez rentrer dans un bar tout seul, que vous soyez une fille ou un garçon, quelle que soit votre orientation, on vous laissera jamais dans un coin, dans un bar à Berlin. Il y aura toujours une personne qui viendra vous dire bonjour. Et ça, je pense que c'est déjà le lien qui fait la particularité de Berlin. Le lien, et on verra avec Marie-Raphaël, le lien avec les étudiants et l'Europe et les maisons de l'Europe. Les spéciales de l'info, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. C'est complet. Donc Marie-Raphaël Mignet, vous êtes de la maison de l'Europe des Yvelines. On a parlé longuement, on a aussi parlé des jeunes. Et c'était passionnant. Entre la France et l'Allemagne, est-ce que c'est important? Il y a beaucoup de demandes chez les jeunes? Oui, tout à fait, de plus en plus, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en termes d'opportunités, je ne vais pas revenir sur ce qu'on s'est dit depuis bientôt 1 heure, sur la tolérance et le fait que les jeunes se sentent à l'aise dans des villes comme Berlin. Mais quand on travaille dans l'insertion professionnelle, on se rend compte qu'en Allemagne, il y a une plus grande tolérance aussi vis-à-vis du parcours du jeune. Et s'il n'a pas eu le bac, il n'a pas eu le bac. Et on va essayer de lui trouver un stage. Et s'il ne parle pas allemand, c'est pas grave, on va lui trouver un stage où il peut, dans un premier temps, baragouiner en anglais ou en français. Et puis, on va lui faire apprendre l'allemand. A contrario, j'envoie des jeunes à Dublin. S'ils ne sont pas déjà à moitié bilingues, ça va être compliqué de leur faire autre chose que du tri dans un charity shop ou du service dans un coffee shop. Donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. Et les jeunes, au retour, se sentent valorisés. Et j'ai une jeune fille qui vient de revenir de Berlin fin décembre, qui avait commencé des études de laborantine et qui souhaitait intégrer une fac à Munich, qu'elle n'a pas pu intégrer parce que pas le niveau d'allemand suffisant. Elle a passé 3 mois à Berlin dans une école, une espèce de conservatoire des arts et métiers. Elle était au département biochimie, elle est revenue bilingue et elle va rentrer à la fac l'année prochaine. Et elle a vraiment eu cette opportunité-là grâce à la mentalité allemande et plus particulièrement berlinoise. Donc je trouve ça vraiment génial.
Et c'est vraiment une mentalité différente en Allemagne par rapport à la France. On l'a dit, la mentalité est vraiment totalement différente à Berlin, par exemple. Mais partout en Allemagne, il y a des possibilités pour des jeunes d'y aller. Moi, je pense, je veux juste, là où c'était intéressant, c'est qu'on parle de liberté, etc. Mais il y a un mot qui a été dit. C'est vrai que c'est une ville très jeune, très dynamique. Et c'est vrai que c'est à cause de cette jeunesse qui est à la fois dynamique, qu'il y a ces opportunités. Et voilà, il n'y a pas que cette tolérance dont on parle finalement. C'est aussi une ville très très jeune. C'est un grand campus. On a vraiment l'impression qu'il y a un grand campus avec des grandes sociétés comme SoundCloud, etc., qui viennent de s'installer. Donc il y a une population qui est très ouverte, mais très jeune. Et du coup, c'est vrai que je pense que les opportunités sont faites pour ça. Et comme on le disait, il ne s'agit pas du tout de dire que l'Allemagne ou Berlin, c'est mieux que la France, etc. Je le vois en termes d'opportunités pour un public spécifique, qui est celui qu'on accueille et qu'on forme à la Maison de l'Europe, ce qu'on appelle les jeunes avec le moins d'opportunités, qui pour beaucoup n'ont pas leur bac, ou qui ont commencé un BTS, qu'ils ont arrêté en cours de route, etc. S'il y a un souci pour moi en France, c'est le côté un peu cloisonné. On t'oriente à partir du moment où tu as 12-13 ans, et ça se passe pas bien à l'école, ça va être tel type d'orientation, tel type de lycée professionnel, etc. Christophe disait, en Allemagne, n'importe qui peut être un artiste, même s'il a écrit 2 lignes sur un papier. C'est assez vrai. On a ça aussi un petit peu avec Dublin, où tout le monde peut être musicien. En France, quelqu'un qui joue de la guitare sur un pont de Paris, c'est un clochard. Pas que, mais j'exagère exprès. En Allemagne, c'est un musicien. Et dans les rues de Dublin, quelqu'un qui joue du violon ou du tin whistle, c'est aussi un vrai musicien. Et pour en revenir à Berlin et à l'Allemagne, parce qu'on n'a pas envoyé des jeunes qu'à Berlin, mais aussi dans d'autres villes, même dans des coins beaucoup plus conservateurs, en Bavière, comme Waldkraiburg ou Aschaffenbourg, et ils ont toujours été bien accueillis, et on leur a toujours laissé des opportunités de faire plus que ce pourquoi ils avaient étudié. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et pour lequel je suis très reconnaissante pour eux. Et les étudiants allemands qui viennent en France, par exemple, qu'est-ce qu'ils en ressortent de cette expérience française puisque là encore, c'est différent, ça n'a pas l'air bien. Non, je vais voter en touche parce que on va prononcer, celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est la Covid. Et les Allemands qui devaient venir en France ne sont pas venus. Donc, je ne peux pas vraiment faire un retour d'expérience. Voilà, à ce sujet. Après, juste petite correction, ce ne sont pas des étudiants, ce sont vraiment des stagiaires professionnels. Voilà. Après, on a eu à la Maison de l'Europe des jeunes qui faisaient un double cursus en France et en Allemagne, pour essayer de répondre quand même en partie à la question, et qui étaient toujours un petit peu nostalgiques quand il s'agissait de revenir en France, parce que, ne serait-ce que dans les relations avec leurs profs, que ce soit à la fac, à Bielefeld, ou à Berlin, ou à Francfort, ou à Cologne, c'était des relations beaucoup plus sur un pied d'égalité. On n'avait pas l'enseignement qui venait du grand maître de conférence tout en haut et qui descendait vers le pauvre petit étudiant qui attendait bouche ouverte que tombe la manne de connaissances. C'était vraiment un dialogue presque d'égal à égal où chacun s'enrichit. Et c'est vrai que quand ils arrivent de Bielefeld et qu'ils se retrouvent dans l'amphi à Nanterre, c'est un tout petit peu la douche froide. Voilà, donc je pense que pour un étudiant allemand, habitué à un système beaucoup plus participatif, ça va pas forcément être évident de s'intégrer en France. C'est quelque chose qu'on devrait s'inspirer de l'Allemagne, ce côté vraiment beaucoup plus communautaire. Est-ce qu'on en est capable ? Est-ce qu'on est assez discipliné pour ça ? Bénédicte me dit non. Non, Bénédicte ? Le français est par définition pas très discipliné, donc et très c'est ça. Donc je vois pas trop comment on peut l'espoir fait Ce vivre. serait l'idéal, bien évidemment, mais j'ai un peu de mal à, je sais pas, à voir. C'est ça. Après, c'est pas d'encenser l'Allemagne comme non, l'Eldorado, mais c'est vrai que le côté un peu discipliné, citoyen, fait que les cadres sont plus faciles à vivre et moins oppressants qu'en France, où on sent le poids qu'il faut absolument être dans une représentation, en tout cas, qui a été acceptée. Oui, donc c'est un peu compliqué. Faire ses preuves. Par rapport aux étudiants aussi, ce qui peut être compliqué pour un jeune Allemand dans le système français. J'en discutais encore hier avec un jeune qui a passé 1 an en Allemagne comme enseignant.
En France, on a un manque de reconnaissance de tout ce qui est apprentissage et apprentissage professionnel. Et un jeune qui rentre pas dans la filière générale en France est un petit peu stigmatisé et pas forcément reconnu. C'est sûr qu'on va plus regarder avec des yeux pleins d'admiration celui qui rentre en première S que celui ou celle qui fait un apprentissage boulangerie-pâtisserie, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Donc ça peut être un petit peu déroutant pour un jeune Allemand à qui on a dit c'est très bien la filière pro que tu as choisie, etc. Et tu vas faire un beau métier qui est hyper constructif. S'il arrive en France et qu'il se sent un petit peu rabaissé, ça peut être aussi compliqué à gérer. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là, Bénédicte Baron, Christophe Calillon et Marie-Raphaël Mignet. Merci au Cabaret du Bout des Prés de nous avoir accueillis, et sans oublier évidemment le Fonds citoyen franco-allemand, la Maison de l'Europe des Yvelines et la Maison de l'Europe de l'Eure, sans qui cette émission ne serait pas faite. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Les spéciales de l'info avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. J'avais encore des tas de choses à dire.